En 1929, le monde s'écroule, la crise emporte des millions de vies. Le fascisme monte et l'espoir s'éteint. Alors, certains fuient à la recherche d'un nouveau monde. Dans l'Éden, le docteur Ritter et Doris Stroke quittent l'Allemagne. Ils fuient l'Europe troublée et traversent la moitié du monde. Leur destination, l'île Floriana, au cœur des Galapagos. L'obsession de Ritter était dévorante, inventer une philosophie nouvelle, une pensée radicale, assez puissante pour sauver l'humanité d'elle-même. Leur histoire se répandit au-delà des océans, portée par des lettres envoyées au hasard par des navires de passage. En plein hiver 1932, Margaret et son époux Heinz débarquent sur l'île, décidés à tout quitter pour une vie plus paisible, telle que décrite dans les récits de Ritter et Doré. Leur fils Harry les suit. Très vite, on découvre que le jeune garçon souffre de tuberculose, une maladie que leurs moyens ne peuvent soigner. Margaret était partie sans un mot, fuyant les reproches liés à son mariage avec un homme incapable de surmonter les traumatismes de la guerre. Elle avouait ne plus supporter cette vie, fatiguée de devoir sans cesse choisir entre payer le loyer ou acheter de quoi manger. À leur arrivée sur la côte, une marche de 45 minutes les attend à travers l'immensité sauvage de l'île. Arrivés à la demeure de Ritter et Doré, ils font enfin leur connaissance. Ils découvrent que le couple n'est pas marié, convaincus que l'union officielle les rendrait malades. En se présentant, Margaret et Heinz leur révèlent que leurs lettres ont inspiré de nombreuses personnes, publiées dans la presse et provoquant une véritable sensation en Allemagne. Mais ce que la presse ne disait pas, c'est que Ritter avait toujours rêvé d'une chose, vivre dans la solitude absolue, sur Floriana. Malgré tout, Ritter accepte de leur faire visiter les lieux. Il leur explique qu'ils vivent en végétarien, la seule source de nourriture vraiment fiable ici. L'île abrite bien des sangliers, des vaches et même des chiens errants, mais leur mode de vie repose sur une discipline inflexible. Thank you. Tout ce qui les entoure a été construit en 12 mois d'un travail acharné. Ritter révèle aussi l'absence de lacs et de rivières. Seules 2 petites sources recueillent l'eau de pluie, un trésor difficile à obtenir. Heinz comprend que la vie sur l'île est bien loin du paradis rêvé. Chaque jour n'est qu'un combat pour survivre. Margaret remarque l'attachement profond de Doré pour un âne qu'elle soigne avec une tendresse touchante. On découvre alors que la femme souffre de sclérose en plaques. Ritter les conduit jusqu'à d'anciennes grottes, autrefois, dit-il, habitées par des pirates. Il leur suggère de s'y installer, affirmant que la pluie ne les gênera pas et qu'une petite source d'eau se trouve à proximité. Mais tout cela faisait partie d'un plan prémédité. Dans cette zone aride, aucune culture n'était possible. Dès la première nuit, le cauchemar commence. La suivante, des nuées de moustiques les assaillent, prêts à les dévorer vivants. Les jours s'enchaînent pourtant, et malgré l'adversité, ils s'acharnent à bâtir. Après une journée exténuante, ils parviennent enfin à ériger une structure pour stocker l'eau. Une nuit, Margaret avoue à son mari qu'elle n'a plus ses règles depuis 3 mois. Elle attend un enfant. Mais avant même qu'il puisse se réjouir, des bruits inquiétants les alertent. En sortant, ils découvrent les chiens sauvages de l'île, dévorant leurs dernières provisions. Le lendemain, Margaret se rend au domicile de Ritter pour emprunter l'âne et transporter leurs affaires. Doré lui répond que l'animal est occupé, alors qu'il ne fait rien. Pendant ce temps, Ritter, indifférent à la détresse de ses nouveaux voisins, s'abandonne avec Doré dans un étrange rituel, cherchant à unir leur corps et leurs esprits. Mais soudain,
Doré est frappé par une douleur dentaire fulgurante. À ce moment-là, un coup de feu retentit. Le silence tombe sur l'île. Ritter lève ses jumelles. Au loin, un navire inhabituel. À son bord, la baronne Héloïsa. Parée de ses plus beaux atours, persuadée d'incarner la perfection, elle fait une entrée théâtrale, tandis qu'une dizaine d'hommes s'affairent à décharger ses innombrables possessions. Cette femme énigmatique n'était pas venue par hasard. Son ambition était de bâtir le plus grand hôtel au monde, l'Hacienda Paradiso, un ressort d'un luxe absolu. Transportée par son arrivée, elle célèbre sur la plage avec ses deux amants. Peu après, ils se présentent chez les Strauch, mais leur arrogance tourne vite au ridicule. Doré, les mains encore couvertes de crottin d'âne, la salue avec réserve. Et quand la baronne demande à voir le docteur Ritter, il surgit nu, sans la moindre gêne. Héloïsa déclare qu'elle attendait depuis longtemps de rencontrer l'homme qui, dit-on, avait dompté la nature. Mais Ritter, imperturbable, lui répond qu'il n'a fait que bâtir une maison. Elle balaie cette modestie. Elle a voyagé, fréquenté les plus hautes sphères, et partout, on le décrit comme un génie, celui qui s'était arraché toutes les dents pour échapper aux maladies. Quant à Doré, elle est présentée comme une femme de fer, l'épouse auprès de laquelle, affirmait-on, l'avenir de la civilisation avait commencé. Ritter et Doré avaient des convictions radicales. Pour eux, la civilisation moderne s'autodétruisait et seule une destruction régénératrice pouvait donner naissance à une véritable démocratie. Quand la baronne annonce vouloir s'installer sur la plage, Ritter s'y oppose fermement. Là-bas, aucune eau potable. Il décide alors de la guider vers une source, mais ce chemin la mène droit à l'unique point d'eau des Whitmer. Les Whitmer les surprennent. Margaret s'avance, exigeant qu'ils quittent leur puits. Rudy, arraché à ses plaisirs avec Héloïsa, surgit le premier, une machette à la main. Mais la baronne l'arrête, joue la courtoisie et présente l'incident comme un simple malentendu. Elle voulait seulement se laver du sel de la mer. Elle se présente alors comme leur nouvelle voisine, venue bâtir un hôtel près de la plage, avec ses deux amants, Rudy l'ingénieur et Robert le garde du corps. Creuser une source prendrait trop de temps, dit-elle. Alors, pourquoi ne pas partager la leur? Avant qu'ils ne protestent, elle leur tend le courrier qu'elle transporte pour eux et pour Ritter. Le conflit est étouffé dans l'instant. Peu après, Heinz remet à Ritter le courrier que la baronne lui avait confié au puits, jurant ne pas l'avoir ouvert. Le lendemain, Héloïsa supervise déjà la construction de son hôtel. Heinz la supplie de ne pas le dresser contre ses voisins. Elle insinue alors que Ritter les manipule. Pourquoi les avoir menés à la source des Whitmer plutôt qu'à la sienne? Selon elle, les Strauch veulent les voir s'affronter, et d'ici un an, selon ses dires, un seul groupe survivra sur l'île. Quelques jours plus tard, en passant devant la maison de Ritter, Héloïsa aperçoit un sanglier dans son jardin. Elle l'alerte aussitôt. Ritter tente de l'effrayer, tandis qu'Heinz parvient à enfermer une vache pour en traire le lait. Finalement, Ritter repousse l'animal, mais la baronne retient un détail crucial. Il ne possède aucune arme à feu. Avec le printemps, les Whitmer avancent leur construction et célèbrent fièrement la pousse de leurs premiers légumes. Mais l'enthousiasme s'effondre quand Héloïsa et sa suite s'installent au sommet de la colline, tout près d'eux, prétextant la chaleur accablante de la plage. Elle assure que ce n'est que temporaire, le temps de finir une chambre, et que Rudy découvre une nouvelle source d'eau. Intrusive, la baronne pique Margaret. Pourquoi avait-elle épousé un homme aussi peu gracieux qu'Heinz? Était-ce pour sa fortune, ou pour d'autres atouts plus intimes? Offensée, Margaret réplique froidement. Elle l'avait épousé simplement parce qu'il le lui avait demandé. Elle révèle alors sa grossesse, affirmant vouloir garder l'enfant malgré les épreuves, exigeant calme et repos. Cette nuit-là, Héloïsa organise une fête assourdissante, empêchant tout repos. Au matin, Ritter découvre son jardin ravagé par le sanglier. Frustré, il tente d'écrire, mais la frustration étouffe toute inspiration.
Lors d'un bain, un coup de feu retentit. Il surprend les Whitmer cultivant une terre qu'il croyait stérile. Heinz vient d'abattre la vache. Sans scrupule, Ritter troque des poulets contre la tête de la vache, trahissant son végétarisme. Mais quand Heinz lui demande d'aider Margaret pour l'accouchement, il refuse net, ses idéaux lui interdisent de servir la famille. Cette nuit-là, en préparant la viande, Doré comprend que Ritter nourrit une jalousie croissante envers leur voisin, capable de prospérer sans aide. Il lui reproche presque que Margaret, enceinte, parvienne malgré tout à cultiver un jardin, chose impossible à Doré, diminuée par la maladie. À cet instant, elle s'affaire à tailler une canne pour l'aider à marcher. Pendant ce temps, Rudy s'épuise à creuser des trous, aucune source d'eau. De retour au camp, des éclats de rire et de plaisir s'échappent d'une tente où la baronne s'amuse avec Robert. Pour épargner Harry de ce vacarme, Margaret et Heinz l'envoient chercher du bois. Après cela, Rudy annonce que toutes les réserves de nourriture et d'alcool sont épuisées, les plongeant dans un désespoir total. Des mois passés à bâtir un hôtel fantasque les ont laissés sans aucune ressource. Il blâme l'incompétence d'Eloïsa, qui s'éloigne furieuse sous les reproches. Peu après, Harry la rencontre par hasard. Affectée, la baronne lui confie que le pouvoir ne vaut rien sans le respect d'autrui. Elle le fait courir après elle, le pousse à répéter qu'il est en parfaite santé, exempt de toute maladie et exploite son innocence pour lui demander s'il possède des conserves. Un après-midi, alors que Margaret est seule, les premières douleurs de l'accouchement la saisissent, plusieurs semaines avant terme. Au même moment, les hommes de la baronne s'introduisent chez elle pour voler de la nourriture, mais ne trouvent rien. Désemparée, elle crie à l'aide, implorant sa famille ou même Eloïsa, mais le silence est total. Une partie du groupe en profite pour piller le peu qui reste. Soudain, Margaret tombe face contre terre et dans une douleur croissante, se traîne jusqu'à sa maison, consciente qu'elle devra affronter l'accouchement seule. Les intrus, toujours cachés, profitent d'une sortie de Margaret pour fuir avec les maigres provisions. Revenue seule, elle se retrouve encerclée par une meute de chiens sauvages. Armée d'un simple manche à balai, elle lutte pour survivre. Au camp d'Eloïsa, furieuse du butin dérisoire, la baronne interdit à ses hommes de l'aider. Seule, Margaret affronte la douleur de l'accouchement et l'assaut des bêtes. Dans un cri déchirant, elle disperse les chiens et donne naissance, dans un effort surhumain. Épuisée et vulnérable, elle attend le pire jusqu'au retour salvateur de sa famille. Le chien domestique chasse les bêtes, Heinz aide le nouveau-né à respirer, et tous se penchent, inquiets, sur Margaret. Margaret étant déjà dans un état critique, Heinz n'a pas d'autre choix que de courir chercher le docteur Ritter, et seule l'insistance de Doré le persuade finalement de se déplacer. À leur arrivée, Ritter identifie rapidement le problème. Margaret souffre encore de contractions car le placenta n'a pas été expulsé. Pendant ce temps, Manuel, l'un des hommes de la baronne, observe la scène de loin et court aussitôt prévenir sa patronne. Plutôt que de s'inquiéter pour la vie de Margaret, Eloïsa s'irrite surtout du fait qu'il n'ait pas attaqué Ritter lorsqu'il en avait l'occasion. Redoutant désormais une alliance entre les Strouch et les Whitmer, elle le renvoie sur le champ. Ritter intervient malgré les souffrances infligées et parvient à sauver Margaret. Affaiblie mais vivante, elle décide alors d'écrire à sa mère pour lui annoncer que la santé d'Harry s'améliorait, que son mariage se consolidait et qu'un nouveau fils est né. Plus tard, Eloïsa vient féliciter Margaret avec hypocrisie en lui offrant une boîte d'avoine que cette dernière reconnaît immédiatement comme lui ayant été volée quelques jours plus tôt, et sans le moindre scrupule, la baronne invite alors les Whitmer et les Strouch à un déjeuner célébratoire. Heinz refuse d'abord, mais sa femme finit par le convaincre qu'il serait dangereux de provoquer de telles personnes et que les conséquences d'un refus pourraient être désastreuses, si bien qu'il se résigne à accepter l'invitation. Tous assistent donc au déjeuner où la baronne orchestre un spectacle théâtral qui met tout le monde mal à l'aise, à l'exception d'Heinz, et la nourriture servie provient de toute évidence des réserves de la famille Whitmer. Ritter doit même mettre ses dentiers métalliques pour parvenir à mâcher,
Et dans une tentative de briser la lourde tension qui pèse sur la table, les convives échangent des propos artificiels jusqu'à ce qu'Heinz demande qu'on lui passe la viande qui lui avait été volée. Eloïsa esquive l'allusion avec une élégance calculée et propose plutôt d'engager Ritter comme philosophe résident, ce qui provoque chez lui un rire forcé mêlé de malaise. Offensé, il tend la main vers un plat, mais la baronne retire brusquement l'assiette et lui demande pourquoi il se croit supérieur à elle alors qu'ils ne poursuivent au fond qu'une même quête de reconnaissance. Doré prend alors la défense de son compagnon en soulignant que le projet d'hôtel de la baronne n'avançait précisément pas bien. Mais celle-ci réplique avec perfidie que Doré traite son âne comme l'enfant qu'elle n'a jamais eu et devine son désir refoulé de fonder une famille, insinuant cruellement que Ritter était stérile. Pour la faire taire, il révèle publiquement que sa partenaire avait subi une hystérectomie, un secret intime qui ne devait jamais être divulgué. Et Doré, mortellement offensé, quitte la table sans un mot. Juste avant de sortir, Eloïsa appelle son chien, qui se met à aboyer violemment contre Doré, ce qui sème le chaos général. Et Ritter, fou de rage, jure alors de tout faire pour chasser la baronne de l'île. Eloïsa brandit aussitôt une arme et déclare avec froideur que le gouverneur des Galapagos lui avait accordé plusieurs hectares pour construire l'Hacienda Paradiso où bon lui semblerait sur l'île de Floreana, une révélation qui exaspère l'ensemble des protagonistes et leur confirme qu'ils vivent désormais en territoire hostile. Tous rentrent ensuite chez eux dans une tension palpable, et seule Margaret trouve encore la force de remercier poliment pour le repas. En arrivant à leur maison, les Whitmer trouvent Ritter qui les attend et qui leur demande un fusil en échange de plusieurs kilos de riz. Cette nuit-là, Heinz questionne sa femme avec anxiété et lui demande si elle l'avait épousé seulement parce qu'il le lui avait demandé. Margaret lui répond avec franchise qu'elle avait vécu 23 années chez ses parents avec une sœur cadette déjà promise et que même sa propre mère doutait qu'elle puisse un jour devenir épouse. Elle ajoute qu'avant lui, personne ne l'avait jamais embrassée et conclut qu'elle l'avait épousé parce qu'il le lui avait demandé. Point final. Ritter abat enfin le sanglier qui dévastait son jardin. Mais au lieu d'une victoire, Doré n'y voit qu'un signe de désillusion. L'été écrase Floreana d'une chaleur suffocante, l'eau disparaît, les animaux meurent, et la faim s'installe. Ritter s'acharne sur son livre, mais ses pages restent désespérément vides. Un jour, Rudy frappe à la porte des Whitmer, affamé, suppliant qu'on lui donne de quoi survivre. Alors, il lâche une vérité glaçante, la baronne n'est qu'une imposture. Eloïsa n'a jamais été noble, sa mère l'avait abandonnée, et elle avait grandi contrainte de danser dans des cabarets misérables. Rudy l'avait rencontrée là. Fascinée par les récits du docteur Ritter, elle avait flairé une occasion. Et lui, brisé, conclut d'une voix tremblante. Quand Eloïsa vous aime, il est déjà trop tard pour s'en libérer. De retour au camp, Eloïsa comprend aussitôt que Rudy a quémandé de la nourriture. Furieuse, elle l'humilie encore, mais cette fois il explose. Il lève la main contre elle. Robert surgit alors et l'écrase de coups, le laissant gisant au sol. Quelques jours plus tard, un navire apparaît enfin à l'horizon. Son nom, l'Éden. La baronne voit en lui une porte de sortie, peut-être leur unique chance de quitter Floreana. Elle organise aussitôt une réception grandiose. Mais à bord ne se trouvent pas des investisseurs, seulement de vieilles connaissances du docteur Ritter. Leur chef, Alan Hancock, riche pétrolier et promoteur immobilier, est aussi cinéaste et il est venu avec des vivres et de l'eau pour sauver le campement de la famine. Ce soir-là, l'équipe d'Alan joue un morceau bouleversant. La musique arrache des larmes à Margaret, tandis qu'Eloïsa, toujours dans son rôle, imite l'émotion pour briller devant ses invités. Le millionnaire prend ensuite la parole et déclare être honoré de partager ce moment unique avec d'illustres biologistes, botanistes, scientifiques marins, mais aussi avec le docteur Ritter et les Whitmer, ce couple qui avait même donné naissance à un enfant ici. Il ajoute aussi que sans la baronne, rien de tout cela n'aurait existé et que c'est grâce à elle que Floreana restera à jamais gravée dans sa mémoire. Craignant qu'Eloïsa ne réussisse à corrompre Alan, Ritter presse Doré de ramasser en hâte toute la nourriture avant que la baronne ne puisse s'en emparer.
Mais Doré s'oppose fermement à ce comportement qu'elle juge erratique et égoïste. Elle lui rappelle qu'ils avaient certes faim, mais qu'il n'était pas ce genre de personne, qu'il avait lui-même fait de l'intégrité une valeur cardinale et qu'il ne pouvait pas l'abandonner sous prétexte de survie. Ritter, de plus en plus obsédé, rétorque qu'il veut seulement survivre coûte que coûte, peu importe le prix moral à payer. Pendant ce temps, la baronne tente désespérément de séduire le millionnaire par tous les moyens, mais lorsqu'il la repousse, elle simule une violente douleur à la poitrine pour le contraindre à la toucher. Alan, loin de se laisser berner, tourne la situation en ridicule et la laisse seule, couverte de honte, humiliée par le premier rejet véritable de sa vie. Le lendemain, le millionnaire quitte l'île et Ritter, qui avait déjà emporté quelques vivres la veille, retourne chercher le reste de la cargaison. À son arrivée, il ne trouve pourtant que des caisses vides abandonnées. Fou de rage, il exige alors des Whitmer qu'ils choisissent enfin leur camp. Une fois encore dépouillés par Eloïsa, ils décident de s'unir et de marcher ensemble, lourdement armés, jusqu'à son campement pour l'affronter directement. Robert les attend déjà armés jusqu'aux dents et la tension menace d'exploser en affrontement sanglant. Mais Margaret intervient de justesse et parvient à désamorcer la situation. De retour chez eux, Ritter s'empare de sa machine à écrire et dans un geste de folie, tire plusieurs balles dessus sous les yeux d'une Doré stupéfaite qui refuse catégoriquement qu'ils détruisent ainsi tout le travail qu'ils avaient accompli ensemble. Quelques instants plus tard, il annonce son départ pour la chasse. Sans le moindre scrupule, il choisit de donner la nourriture avariée aux poules afin d'économiser les réserves de viande saine. Cette nuit-là, Rudy dîne avec les Whitmer quand Eloïsa frappe à leur porte pour lui parler. Tous le mettent en garde contre sa manipulation, mais il cède à ses charmes. Elle lui offre des vêtements neufs et de la nourriture pour qu'il parte enfin de chez les Whitmer. Cet acte ne fait que renforcer son désir de rester près d'elle. Au milieu de la nuit, un bruit étrange provenant de l'extérieur. Paniqués, ils attaquent dans l'obscurité, découvrant horrifiés qu'il s'agissait de l'âne tant adoré par Doré, placé là par Rudy sous les ordres d'Eloïsa. Le lendemain matin, les poules des Strouches sont retrouvées mortes. Doré demande aux Whitmer s'ils avaient aperçu son âne, mais ceux-ci évitent soigneusement la vérité. Après une chute accidentelle, ils ramènent Doré chez elle. Hines avoue alors à Ritter avoir tué l'âne par accident, mais, se sachant surveillé par Robert, il décide d'en finir une bonne fois pour toutes. En chemin, il croise Rudy, terrifié et exténué. Eloïsa l'avait forcé à placer l'âne chez les Whitmer avant de le chasser. Malgré la méfiance, ils choisissent de l'aider et l'intègrent à leur plan. Hines éloigne Margaret et Harry sous un prétexte, laissant Ritter et Rudy approcher armés du campement. Robert surgit aussitôt pour défendre Eloïsa. Il terrasse Ritter puis Hines dans une lutte acharnée, mais ne s'attend pas à l'intervention de Rudy. Le combat tourne au chaos total. Hines finit par l'achever sauvagement d'un coup de couteau de chasse. Un silence pesant s'installe devant l'horreur de l'acte, mais le groupe se ressaisit en se rappelant leur véritable objectif. Quand la baronne sort de sa tente, elle feint le soulagement et se jette dans les bras d'Hines, prétendant avoir voulu se débarrasser de Robert depuis longtemps, sous prétexte qu'il la maltraitait. Personne n'est dupe. Sans un mot, ils l'abattent d'une balle nette. Le coup de feu résonne dans l'immobilité de l'île. Les corps sont ensuite jetés du haut d'une falaise reculée, engloutis par le vide. Après cet acte, Ritter décide de ne rien révéler à Doré et suggère à Hines d'en faire autant avec sa femme. Le lendemain, ils conviennent d'inventer qu'Eloïsa et sa bande ont finalement quitté l'île. Mais Ritter ne suit pas le plan et laisse subtilement entendre que Rudy était impliqué dans leur disparition. Margaret remarque aussitôt que la baronne n'avait pris aucune de ses affaires personnelles et avertit son mari que le docteur Ritter tenterait probablement de l'accuser du meurtre, connaissant son attachement maladif à ses objets précieux. Elle avait compté les balles de son fusil de chasse. Tout était présente, donc Hines n'avait pas tiré. Elle lui demande ce qu'il comptait faire si le gouverneur l'apprenait, Ritter ayant certainement écrit à ce sujet, et lui assure qu'elle ne permettra à personne de leur arracher ce qu'ils avaient bâti avec tant de sacrifices. Comme Margaret le suspectait, tout cela avait été une stratégie machiavélique
pour se débarrasser à la fois de la baronne et des Whitmer. Ritter tente de célébrer cette victoire avec Doré, mais elle détourne d'abord la tête, rappelant avec amertume que ses douleurs dentaires la font souffrir trop cruellement. Elle lui annonce froidement qu'elle le quitte, soulignant qu'ils étaient venus pour faire la différence et créer un monde nouveau, mais qu'il avait gaspillé ce rêve en rivalisant misérablement avec leurs voisins, trahissant tous leurs idéaux. Pourtant, après un silence lourd, elle finit par céder à son étreinte, comme pour retrouver un instant d'apaisement dans ce chaos. Profitant de cette proximité fragile, Ritter glisse sa main derrière elle, saisit brusquement un outil dentaire, et dans un geste à la fois calculé et brutal, lui arrache la dent de force. Dès lors, Doré erre seule sur l'île, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'elle croise Margaret qui lui propose quelques poulets en parfaite santé, expliquant que Heinz avait remarqué que les siens étaient tombés malades. Doré refuse fièrement cette charité. Margaret lui demande alors frontalement si Ritter lui avait enfin révélé la vérité sur le sort de la baronne. Doré la met en garde avec une lassitude profonde. Ritter avait consacré toute sa vie à fuir la violence, et certaines vérités valaient mieux être ignorées. Voyant son sourire meurtri, Margaret lui tend malgré tout des antibiotiques au cas où. Doré sait qu'elles ne sont pas amies, mais Margaret rétorque qu'elles ne sont pas ennemies non plus. Doré répond que Ritter était un homme extrêmement intelligent et qu'il avait probablement déjà un plan pour faire partir sa famille, la laissant seule avec lui sur l'île. Étonnamment, cette perspective ne l'effrayait pas autant qu'elle l'aurait cru, car elle évoquait presque avec nostalgie le calme de leurs premiers jours. Rudy aperçoit un navire approchant la côte et nage jusqu'à lui avec détermination, payant généreusement pour être embarqué vers une autre destination. De retour à leur maison, Ritter a eu une révélation foudroyante sur le but ultime de la vie, qui lui permet d'avancer considérablement dans son livre. Doré, souhaitant célébrer la nouvelle, propose de cuisiner un poulet et se rend au poulailler des poules malades, choisissant délibérément un poulet contaminé malgré le panier que Margaret lui avait donné en secret. Peu après, voyant Ritter se tordre de douleurs stomacales insupportables, elle accourt chez les voisins, paniquée, pour chercher de l'aide. Margaret comprend immédiatement qu'il a été empoisonné et que Doré en est responsable, mais c'est que tout sera maquillé en accident tragique. Doré s'approche alors pour une dernière étreinte, mais sans la moindre affection, insinuant que Ritter est l'unique responsable de sa souffrance. Ritter la maudit avec son dernier souffle et meurt dans ses bras indifférents. Avec l'arrivée de l'automne, un navire officiel accoste sur l'île, amenant le gouverneur venu interroger Heinz sur la disparition de la baronne. Les autorités questionnent Margaret et l'informent que son mari est accusé d'avoir tué Eloïsa, s'appuyant sur une lettre du docteur Ritter et la confirmation écrite de Doré Strouch. Stupéfaite, elle leur répond avec ironie, leur demandant s'ils croyaient réellement qu'un homme ayant survécu 4 ans sur cette île pourrait s'intoxiquer avec un simple poulet avarié. Elle précise qu'elle-même avait offert des poulets sains à Doré la veille, révélant en outre que Rudy avait vendu les affaires de la baronne pour financer son départ et que Doré était psychologiquement anéanti. Les Whitmer, toujours civilisés et sans histoire, deviennent alors les principaux suspects, ce qui conduit le gouverneur à reconsidérer toute l'affaire. Au moment du départ, Doré, visiblement affaibli par sa maladie, regagne la civilisation sans un regard en arrière. Nos protagonistes décident de rester dans ce qu'ils considèrent comme leur véritable foyer, loin du monde et de ses trahisons. Les corps de la baronne et de Robert ne furent jamais retrouvés. Doré retourna en Allemagne, y écrivit un livre relatant les événements de Floriana et mourut de sclérose en plaques en 1943. Margaret publia également un ouvrage qui contredisait point par point sa version. Rudy n'atteignit jamais sa destination. Lui et son sauveteur furent retrouvés morts à 150 milles nautiques de Floriana. Margaret vécut jusqu'à 96 ans sur l'île, s'éteignant en 2000, et ses descendants y résidant encore aujourd'hui, gérant un petit hôtel touristique en bord de mer.